Donc maintenant, on va demander à Jacques Capla de venir sur scène. Donc on a voulu cette année, d'habitude on fait parler que des techniciens, comme dit Paul, de la culture du lin ou du chanvre. Et cette année, on a voulu parler un petit peu plus du bio. Pourquoi on fait du bio et quelle est la place du bio dans notre agriculture et pourquoi la France a besoin de bio. Voilà. Donc on a demandé à un expert qui va se présenter lui-même, hein, c'est le mieux parce que je vais dire les bêtises. Donc tu vas te présenter, Jacques, et pour parler, voilà. Au lieu de parler, les autres parlent 3 minutes chacun, et lui on lui laisse un quart d'heure, et puis un quart d'heure pour poser des questions. C'est pour la place du bio dans notre économie et la place du bio dans notre agriculture. Ça te va? Ça me va, même si traiter ce sujet en un quart d'heure c'est un défi, mais défi accepté. Alors moi malheureusement, je suis fils d'éleveur de moutons et donc ma logique c'était plutôt la petite laine. Donc comme il fait frisquet dans le hangar, j'ai pris ma petite laine, mais j'ai pas de vêtements en lin, je suis désolé. Alors pour me présenter, donc je suis fils d'éleveur au départ, je suis agronome, j'ai été technicien en chambre d'agriculture dans la Nièvre en Bourgogne et puis ensuite technicien dans un groupement bio. Donc j'ai fait ma conversion du conventionnel vers la bio en tant que technicien. Et j'ai ensuite travaillé pendant 8 ans à la Fédération nationale d'agriculture biologique. Et depuis une quinzaine d'années maintenant, je suis électron libre, saltimbanque. Et je fais des livres, des conférences, des formations, etc. Donc voilà, d'où le fait de pouvoir intervenir ici. Pour moi, c'est classique. Et à titre d'engagement, parce que c'est important que vous sachiez d'où je parle entièrement, mon point de vue, je suis très impliqué dans une association qui s'appelle Agir pour l'environnement, dont je suis administrateur, enfin membre du bureau, et à ce titre impliqué dans des structures bio. Et je suis depuis 2 ans président de IFOAM France, qui est la structure de concertation des membres français de la Fédération Bio Internationale. IFOAM, c'est la Fédération Bio Internationale, et les membres français d'IFOAM se concertent dans une structure qui s'appelle IFOAM France, que je préside depuis 2 ans. Et on essaye de regrouper un peu tout le monde pour se concerter. Alors, l'enjeu aujourd'hui, il y a quelques temps, pour parler de l'intérêt de la bio, j'aurais pu vous parler d'intérêt économique, filière en développement, comme ça permettait de ne pas trop parler des sujets qui fâchent. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a un ralentissement du développement de la bio, il y a eu même une contraction du marché, même s'il y a encore du développement de la bio, il y a encore des conversions, même si elles ont ralenti. D'ailleurs, dans quelques années, on risque de manquer de produits bio parce que quand il y a moins de conversion une année N, on manque de produits bio en année N+2 ou N+3, forcément. Parce qu'entre-temps, en général, la crise s'est résolue. Et alors, je suis bien obligé de mettre les pieds dans le plat, mais de toute façon, il faut le faire. Concernant les intérêts de la bio, ce que je veux dire par là, c'est que forcément, présenter l'intérêt d'un choix technique, c'est forcément, indirectement ou directement, soulever des problèmes d'autres choix techniques. Donc je précise tout de suite, c'est pas des jugements, c'est pas, il y a toute une histoire agricole qui fait qu'on a mis en place un certain nombre de pratiques pour des raisons économiques, pour des raisons scientifiques, pour des raisons parfois voilà, historiques non fondées, enfin sans raison particulière. Il se trouve simplement que on doit regarder en face en permanence comment ce choix fonctionne moins bien, est-ce qu'il a des problèmes, est-ce qu'on peut ajuster ces problèmes, etc. Et aujourd'hui, l'agriculture en général, même si on devrait dire les agricultures, parce qu'il y a plein d'agricultures possibles différentes en fait à travers enfin techniquement il y a plein de façons de faire l'agriculture, mais en ce moment l'agriculture principale dans le monde pose un certain nombre de problèmes. Et l'agriculture biologique est une solution à un grand nombre de ces problèmes. Mais avant d'entrer un peu dans le détail des éléments sur lesquels la bio peut apporter des solutions et de l'espoir, je reviens sur ce que je viens de dire sur le fait qu'il y a des agricultures. C'est très important que vous compreniez que quand je parle d'agriculture bio, là, je ne parle pas simplement de dire il y aurait une agriculture universelle à laquelle j'enlèverais la chimie. Si vous pensez qu'il y a une agriculture unique possible, qu'il y aurait des règles universelles, avec lesquels on peut soit utiliser des produits chimiques de synthèse, soit ne pas en utiliser, vous ne comprendrez pas de quoi je parle. Parce que l'enjeu, la question technique, c'est pas de dire à une agriculture unique, on lui retire la chimie. La question technique, c'est de dire il n'y a pas une agriculture unique, il y a d'autres façons de concevoir l'agronomie, de concevoir le rapport au vivant, le rapport à l'écosystème, le rapport au sol, et la question de la bio, c'est comment changer cette façon globale de concevoir l'agriculture. La question des produits chimiques de synthèse, c'est secondaire en fait dans le sujet.
même s'il se trouve que ça a un impact sur l'environnement. Alors, aujourd'hui, il faut bien regarder les choses en face, et encore une fois, il ne s'agit pas de chercher des coupables ou des responsables, il s'agit juste d'être conscient de la situation dans laquelle on s'est mise. L'agriculture représente entre un quart et un tiers du dérèglement climatique. Un quart si on prend la production agricole primaire, un tiers si on prend l'ensemble des filières. C'est énorme, c'est énorme. Et ça, c'est le GIEC qui dit ça, hein. Je ne sors pas de mon chapeau, c'est les chiffres officiels du GIEC qui font consensus dans le monde scientifique international. Donc on est obligé en agriculture de se poser la question, comment est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui pose problème et comment est-ce qu'on pourrait modifier cet impact de l'agriculture. Et je ne sais pas si vous savez, quelle est la principale contribution de l'agriculture au dérèglement climatique à l'échelle mondiale ? La déforestation, tout à fait. À l'échelle mondiale, c'est la déforestation, ou plus exactement, le changement d'affectation des sols. Donc c'est essentiellement la déforestation, mais attention, dans cette catégorie entre aussi le retournement des prairies pour en faire des cultures. Bon, ici, on n'est pas vraiment dans une zone d'élevage, mais c'est pas parce que j'ai été élevé par un éleveur que je dis ça. Sincèrement, agronomiquement, les prairies et l'élevage, c'est super important aussi. Et il ne faut pas les retourner parce que c'est pas bon pour le climat. Mais en Europe et en France, maintenant je repose la question à nouveau, si on prend uniquement l'Europe et la France, quelle est la principale contribution de l'agriculture au dérèglement climatique, d'après vous? Alors souvent on me répond l'élevage, en fait c'est les engrais azotés de synthèse. Le gaz à effet de serre, le principal émis par l'agriculture, c'est le N2O, protoxyde d'azote, qui vient des engrais azotés de synthèse. Et donc il y a un enjeu énorme aujourd'hui en agriculture, par rapport au climat, de réduire l'usage des engrais azotés de synthèse, dont l'évolution au champ produit du protoxyde d'azote, lequel protoxyde d'azote est un gaz à effet de serre 300 fois plus puissant que le CO2, 10 fois plus que le méthane. Et en gros, pour vous donner une idée, si vous mettez 100 kg d'azote par an sur un hectare, vous contribuez autant à l'effet de serre qu'une voiture moyenne qui parcourt 10 000 km. Un hectare à 100 kg d'azote, c'est pareil que 10 000 km en voiture. Donc, l'azote, c'est vraiment un enjeu essentiel. Donc aujourd'hui, en agriculture, apprendre à remplacer l'azote par des légumineuses, par des déjections animales, etc. Alors peut-être que dans des régions comme ici, c'est pas forcément simple de repenser la question d'intégration culture-élevage, mais je vous suscite l'idée que c'est une question qu'il faut se poser. C'est-à-dire, il y a des régions comme chez moi en Bretagne où on a beaucoup trop d'élevage, c'est absolument déséquilibré par rapport au territoire. Il y a d'autres régions où on n'en a pas assez. Et puis, donc, ça c'est un des premiers éléments par rapport à l'azote. Et puis il y a un autre enjeu aussi. Vous êtes au courant, j'imagine, ceux d'entre vous qui en utilisent encore, c'est que l'azote minéral, il est fait à partir du gaz russe. Et le gaz russe, en période de guerre, son prix monte en flèche. Et donc il y a une dépendance. C'est un des enjeux globaux d'ailleurs, pas seulement par rapport à l'azote. C'est un des enjeux auxquels la bio répond de façon générale. C'est la question de la dépendance aux intrants. La dépendance pour les animaux au soja qui vient du Brésil. Ça, en Bretagne, on a beaucoup ce problème-là. La dépendance au gaz russe, etc. Et donc, c'est aussi, indépendamment des aspects écologiques, un enjeu très important aujourd'hui de se détacher de cette dépendance qui fait qu'on n'est pas maître de nos coûts de production. Et ne pas être maître de ces coûts de production, vous savez à quel point c'est problématique. Si d'une année sur l'autre, le prix des engrais grimpe en flèche, ça remet en cause l'ensemble de l'équilibre économique et technique de l'exploitation. Alors après, il y a un autre enjeu qui est très polémique et très délicat, mais qu'il faut bien aborder, c'est que l'agriculture aujourd'hui est aussi la principale activité en cause dans l'effondrement de la biodiversité, qui est aussi une crise extrêmement grave. On en parle moins que la crise climatique, mais elle est extrêmement grave. Elle est très rapide. On n'a jamais eu une diminution de biodiversité sur Terre qui a été aussi rapide. Même la météorite qui a amené la fin des grands reptiles et de 95% de la vie sur Terre à l'époque, ça s'est échelonné sur des milliers d'années, l'effet de cette... Là, on est en train d'avoir une évolution qui se passe en quelques décennies. C'est du jamais vu, et c'est vraiment, vraiment extrêmement préoccupant. C'est la survie des humains sur la Terre qui est réellement en jeu. Et donc, c'est pas de la rigolade, quoi. C'est très crucial.
Et la question n'est pas de dire il y a des empoisonneurs ou ceci, cela. Hein. Attention, hein, ce n'est pas du tout une accusation ou une culpabilisation, parce que ça serait très malsain. La question, c'est simplement d'être conscient que des choses qu'on a pu penser à une époque être utiles, parce que ça facilitait un certain nombre de pratiques, aujourd'hui ont des effets négatifs extrêmement graves. Et donc, la question qu'on doit se poser d'un point de vue technique, c'est comment est-ce qu'on peut en agriculture se passer des pesticides, ou en tout cas des pesticides rémanents, c'est-à-dire les pesticides de synthèse, parce qu'il y a quelques pesticides naturels, qui sont d'ailleurs autorisés en bio, qui ont une très très faible rémanence, un très très faible spectre, enfin un spectre très restreint, et là l'impact sur la biodiversité est très très minime, mais pour le reste, il faut qu'on arrive à sortir de là. Et pour sortir de là, eh bien justement, l'agriculture biologique propose pas simplement de dire, et c'est vraiment très important de comprendre ça, pas simplement de dire on va enlever les produits chimiques de synthèse. Ça c'est anecdotique d'une certaine manière. La suppression des produits chimiques de synthèse, c'est un moyen pour atteindre l'objectif de la bio. L'objectif de la bio, c'est pas du tout d'enlever les produits chimiques de synthèse. L'objectif, c'est de construire une agriculture qui soit une sorte d'organisme agricole, c'est-à-dire qui, au lieu d'artificialiser le milieu, au lieu de dire on va contrôler le milieu, on va contrôler sans arrêt les conditions du milieu, typiquement il y a des altises, il y a des mauvaises herbes. Non, moi j'aime pas le mot mauvaise herbe. Moi je parle d'adventice ou d'herbe indésirable. Parce qu'une herbe indésirable quelque part peut être une bonne culture, voire une culture, ou en tout cas une herbe utile ailleurs. Et en fait, pour pouvoir gérer ces éléments-là, la logique de la bio, c'est de dire on ne va pas considérer que c'est des choses à éliminer, on va considérer qu'il va falloir obtenir un bon rendement et un bon revenu tout en faisant avec. En fait, il faut apprendre à faire avec, et c'est même plus que ça. Il faut apprendre à utiliser l'environnement comme atout, comme outil. Typiquement, ici, c'est quand même sympa, parce qu'il y a quand même pas mal d'arbres, de bosquets, etc. Il pourrait y en avoir davantage, à mon goût. Il y a des régions, il y a quelques temps, j'étais intervenu en Champagne. Il y a des régions, vous n'avez pas une haie à perte de vue, quoi. Là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus du tout d'éléments d'écosystème dans l'agriculture, vous n'avez plus d'éléments de régulation. Vous n'avez plus d'éléments qui vont faciliter l'infiltration d'eau dans le sol ou qui vont permettre de bloquer la circulation des nappes d'eau, les fossés, les talus, etc. Et donc, en fait, aujourd'hui, si on veut pouvoir répondre aux enjeux du climat et de la biodiversité, et de l'eau d'ailleurs, parce que je viens de l'évoquer, il y a un autre enjeu crucial, c'est l'eau. Hein. Avec le dérèglement climatique, on a de moins en moins de facilité, d'accès facile à la ressource en eau. On ne sait pas encore si on aura moins d'eau sur une année ou si ça va être plus concentré dans l'hiver, parce que je sais qu'au niveau du GIEC, les prévisions étaient plutôt de dire on aura toujours autant d'eau en Europe, mais ça va être concentré en quelques mois. Ce qui est déjà un problème à gérer. Et là, ils ont des nouvelles prévisions où ils disent qu'il n'est pas exclu qu'en plus on ait moins d'eau globalement. Mais de toute façon, il faut qu'on apprenne à gérer le fait qu'on ne va pas avoir d'eau aux périodes où les cultures en ont besoin. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire face à ça ? Et là aussi, l'agriculture bio a des solutions. C'est-à-dire que ce qu'il va falloir faire, c'est construire des sols qui soient capables d'avoir une infiltration de l'eau, donc une très bonne structure, une diversité des rotations, une diversité des systèmes racinaires, une décomposition de systèmes racinaires, ce qui va nous permettre d'avoir l'eau qui va s'infiltrer et d'avoir une bonne matière organique, ce qui fait qu'une fois qu'elle s'est infiltrée, elle va être stockée par la matière organique. Vous savez que la matière organique stocke 20 fois son poids en eau. Ça, ceux d'entre vous qui sont agriculteurs, vous connaissez ce concept-là, c'est la notion de réserve utile d'un sol. Le premier endroit pour stocker l'eau, c'est la réserve utile du sol. Et ça permettra d'éviter, plus on travaillera sur la réserve utile du sol, donc de l'eau que le sol va lui-même stocker en hiver et qui pourra être disponible pour les cultures au printemps. Bon, aller jusqu'en été, c'est un peu plus dur, mais au moins au printemps, c'est autant de conflits en moins sur l'usage de l'eau, c'est autant d'infrastructures en moins, et en plus, très intéressant, c'est que c'est une ressource qui est décentralisée. Chacun va stocker sa propre ressource. Vous n'êtes pas dépendant d'infrastructures centralisées avec des décisions de dire on la donne à un tel et pas à un tel, on donne tant de litres ou cette année on donne moins, etc. Donc, sur tous ces aspects-là, climat, biodiversité, ressources en eau, le grand intérêt de la bio, c'est non pas de dire on enlève la chimie donc il n'y a plus de problème de pesticides et puis le reste on bricole. Non, l'intérêt de la bio c'est de dire
on va modifier les pratiques agronomiques dans leur globalité, on va utiliser les éléments de l'écosystème comme un outil de production agricole, ce que j'aime bien appeler un agro-écosystème, c'est notamment un terme aussi qui a été utilisé avant moi par Marc Dufumier, que certains connaissent peut-être, ancien prof de l'agro-paritech. Et donc, on a besoin, dès lors qu'on veut que ça fonctionne, dès lors qu'on veut avoir un sol qui est très bien structuré, avec une bonne richesse en matière organique, dès lors qu'on veut avoir des éléments d'écosystème qui vont servir à abriter des auxiliaires des cultures, dès lors qu'on veut avoir pas trop comment dire, d'éviter la monoculture au sens les mêmes cultures qui reviennent trop souvent ou les mêmes cultures qui voisinent et qui font des grandes surfaces avec la même chose, ce qui est évidemment un facteur de fragilité. Ben, dès lors qu'on veut avoir tout ça, on a besoin de rotation, on a besoin d'une grande diversité de cultures. Et c'est là où le lin et le chanvre en particulier jouent un rôle important. De ce que je comprends, je ne suis pas spécialiste, j'avoue, des cultures textiles, mais je pense que le chanvre en particulier a un effet nettoyant, enracinement profond, etc., qui est particulièrement intéressant de ce point de vue-là. On a besoin de sortir des cultures, enfin des rotations classiques des zones de grande culture pour les enrichir avec une plus grande diversité de cultures, parce que ça va servir à moins avoir besoin d'engrais. Enfin, je pense que lin et chanvre, dans les deux cas, ont un intérêt aussi par rapport à la gestion de la ressource azotée, le lissage, enfin la gestion sur l'ensemble de la rotation, des moments où on va avoir plus d'azote, moins d'azote, organique donc forcément, via les légumineuses qu'on va mettre avant. Et donc, je pense que ce qui est particulièrement intéressant par rapport à l'enjeu global de développer la bio, qui est un enjeu vital pour la planète, c'est que les filières lin-chanvre, c'est des filières qui servent d'outils agronomiques à la bio. C'est-à-dire que ça va faciliter sans doute dans certaines zones le développement de la bio. Donc de mon point de vue, où moi je ne pars pas du lin et du chanvre, mais je pars de la nécessité de développer la bio, le fait que des filières comme ça se développent, c'est extrêmement utile pour l'ensemble de l'économie de la bio. Alors après, vous me direz, encore faut-il que ce soit rentable. Et là, il y a un autre aspect que je trouve super intéressant de ce que je comprends de ce que vous faites dans lin et chanvre bio, c'est dans cette vision filière globale, c'est que l'économie agricole, depuis le 19e siècle, s'est construite dans une logique industrielle de massification, de standardisation, avec une dérive progressive vers le gigantisme. Et on en voit en Chine, hein, ça vous connaissez bien, on fait revenir, etc. On est sur des filières qui n'ont plus aucune maîtrise, enfin, qui ne peuvent plus du tout être maîtrisées par les populations concernées, par les Européens, par les Français, par les Seine-et-Marnais, c'est comme ça qu'on dit ? Les Normands, ça va, je sais dire. J'ai beau être breton, je sais dire les Normands. Et je reconnais que le Mont-Saint-Michel est en Normandie. Il a été breton un siècle, il est normand depuis 1000 ans, donc bon, voilà, maintenant il est normand. Hein. Et c'est qu'on a des filières qui nous échappent complètement. Et je pense que l'enjeu, ce qui est très intéressant dans le cas du lin et du chanvre, alors c'est une difficulté pour vous, mais je pense que c'est très très intéressant pour d'autres acteurs et il faut que vous le valorisiez, c'est que vous avez l'occasion en réindustrialisant, en rapatriant en France ou en Europe les outils de transformation, les différentes étapes de transformation dont j'avoue que je les comprends pas toutes. J'ai moi aussi entendu un peu des éléments de jargon tout à l'heure en papotant, je suis pas sûr de comprendre toutes les étapes, mais en les rapatriant ici, vous avez la possibilité de construire une filière, certes, de masse, hein, il faut faire avec. Enfin, la réalité, c'est qu'on ne fait pas de l'économie de troc de village, on fait des filières longues. Donc il faut bien des filières, mais qui soient maîtrisables à l'échelle des acteurs locaux. Donc ne pas refaire du gigantisme, ne pas refaire des filières qui soient complètement autonomes, qui ne raisonnent que chacun petit bout de la lorgnette, mais d'avoir des acteurs qui raisonnent en lien les uns avec les autres, de se dire ben, tel outil de transformation, tel outil oui, enfin dans les différentes étapes de transformation, de filage, je ne sais pas quoi, on a des contraintes qui viennent de l'amont, on a des contraintes par rapport à ce qu'on nous demande en aval, et on ne va pas leur imposer nos contraintes à nous, on va essayer ensemble de construire des outils qui soient calibrés les uns avec les autres. Et de ce point de vue-là, recréer une filière lin, une filière chanvre européenne et française
je trouve que c'est un très bel enjeu et qui est complètement dans l'esprit de la bio. Parce que c'est aussi un des enjeux de l'agriculture biologique, de rapatrier les emplois sur le territoire et d'avoir une maîtrise. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le gaz russe. L'une des données clés, l'un des mots clés de l'agriculture biologique, c'est la notion d'autonomie. Vous connaissez la différence entre l'autonomie et l'autarcie? Non? L'autarcie, c'est d'être fermé sur soi-même. Typiquement, je sais pas, dans un système de troc, on est un village fermé sur lui-même, autonome, autosuffisant. Ça, c'est l'autarcie. L'autonomie, c'est pas ça du tout. L'autonomie, c'est être maître de ses choix. Ça ne veut pas dire ne pas être ouvert sur l'extérieur, ça ne veut pas dire ne pas acheter et pas vendre. Ça veut dire être maître de ses choix, avoir une construction des choix qui nous donne la possibilité d'en changer éventuellement. Typiquement, quand on dit qu'on élève un enfant pour qu'il soit autonome, ça ne veut pas dire qu'on l'élève pour qu'il puisse aller vivre dans une cabane au milieu des bois. Ça veut bien dire qu'on l'élève pour qu'il soit capable dans sa vie de faire des choix éclairés, etc. Et l'enjeu de l'autonomie en agriculture, c'est ça. Ce que défend la bio en matière d'autonomie, c'est la possibilité pour les différents acteurs des filières de ne pas dépendre de l'amont, de l'aval, enfin des autres, de pouvoir d'être en interaction, bien sûr, de vendre, d'acheter, mais de pouvoir éventuellement changer de choix s'il y a un problème technique, s'il y a un marché qui s'effondre, si un opérateur vous dit ben non, moi je divise les prix par 2 et puis c'est à prendre ou à laisser, ben, quand on peut avoir un peu plus de souplesse, enfin quand on a une autonomie, on peut lui dire ben tant pis, dans ce cas-là je laisse et je vais voir ailleurs. Quand on est dans des trucs complètement fermés, on ne peut pas. Et donc c'est cet enjeu-là, et je pense que vous avez l'occasion, l'opportunité de construire des filières qui développent cette dimension-là, dans le respect mutuel, en dépendance, parce que vous dépendez les uns des autres, mais en dépendance respectueuse, pas en dépendance où l'un prendrait le contrôle des autres. Et Dieu sait qu'en agriculture, le fait que certains acteurs ont le contrôle de toute la filière, c'est une catastrophe. Donc je vous invite à penser à ça dans la manière de construire vos rapports. Voilà, je pense que j'ai à peu près déroulé un certain nombre d'éléments. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Donc, on a prévu un petit temps de questions. Donc, on a 2 micros dans la salle. Marion a un micro, Morgane un autre micro. Et allez-y, alors posez quelques questions. Alors, un micro, Morgane, ici, s'il te plaît. Donc, on a 2 micros. Marion, est-ce qu'elle est là avec un micro? Voilà. Et puis ça peut être, enfin, plus que question, ça peut être même complément, désaccord. Enfin, ce qui est intéressant, c'est de nourrir la réflexion. Les échanges, voilà. C'est pas un désaccord, bien au contraire. Donc moi, je suis le dirigeant, Christophe Lemaire, le dirigeant des tissages Bastien à Caudry dans le Nord. À titre personnel, je pratique la permaculture et nous défendons le principe de perma-entreprise. On est une entreprise bicorp et il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin sur la perma-entreprise qu'on défend bec et ongle. On a semé du chanvre cette année et donc on fait du tissage, j'espère, dans les années qui viennent, de plus en plus de produits biosourcés. Et donc ma question, c'est, vous n'avez pas parlé de permaculture, mais dans votre discours, c'est un peu ça. Qu'est-ce que vous en pensez et quel avenir vous voyez sur la permaculture? En fait, pour moi, alors, en un quart d'heure, je ne pouvais pas vous faire un tour d'horizon général de l'agriculture bio mondiale. En fait, la permaculture, à l'origine, c'est un courant de la bio. En fait, ça peut avoir plusieurs sens, enfin plusieurs manières. Enfin, comme souvent, les mots sont interprétés et ensuite évoluent par l'usage. Aujourd'hui, en France, permaculture, ça désigne souvent des gens qui font du maraîchage ou des jardins forestiers, etc. Mais au départ, la permaculture, ça a été inventé en Australie par Mollison et Holmgren, qui s'inspiraient eux-mêmes des travaux d'un japonais qui s'appelle Fukuoka, et qui est un des fondateurs de la bio, enfin en Asie, pour la partie asiatique de la bio. Et la permaculture, enfin les grands mouvements de permaculture australiens et mondiaux font partie de la Fédération bio internationale. Donc on pourrait dire que la permaculture, à quelques nuances près, dont on peut toujours discuter, mais on ne va pas entrer dans les détails, c'est, je dirais, l'archétype parfait de la bio, d'une certaine manière. C'est une des formes les plus abouties de démarche bio, avec, je dis quelques bémols, parce qu'il peut y avoir des aspects qui sont spécifiques à la permaculture et qui ne sont pas forcément indispensables en bio, et c'est des questions ensuite de choix. Mais globalement, l'idée d'avoir le plus possible d'interaction entre les éléments,
l'idée de dépendre le moins possible des ressources, enfin de consommer le moins possible de ressources, bon, tout ça, c'est évidemment un horizon de la bio. Parce que la bio, c'est comme l'agriculture en général. C'est quelque chose de progressif, c'est quelque chose de multiple. Il n'y a pas une bio, il y a un règlement bio européen qui est un truc très particulier. Souvent, on confond d'ailleurs, on pense que la bio, c'est une agriculture sans chimie, parce que c'est plus ou moins la définition du règlement européen. Mais attendez, ce règlement européen, c'est un truc limité dans le temps, ça fait pas longtemps qu'il est là, et qui concerne 27 pays. La bio, c'est quelque chose qui concerne tous les pays du monde et qui existe depuis un siècle. Et donc, il y a une diversité. Le règlement européen, c'est une des façons d'interpréter la bio. C'est une façon, je pense, assez fonctionnelle en Europe pour obliger à des changements précis, mais c'est pas ça qui définit la bio. La permaculture, c'est une des façons de faire la bio. Travailler vraiment sur l'autonomie au sens de la souveraineté alimentaire, c'est la notion d'autonomie à l'échelle d'une société. L'autonomie, c'est à l'échelle individuelle, et si on prend l'échelle d'une société au niveau agricole, ça va être la souveraineté alimentaire. C'est ça que ça veut dire au départ. C'est être autonome en tant que société au niveau alimentaire. Donc ne pas dépendre du gaz russe, ne pas dépendre du soja brésilien, et être dans des situations de résilience territoriale, ça c'est aussi une façon d'avancer. Il y a plein de façons d'avancer vers ça, donc la permaculture en fait partie, bien sûr. Bonjour. Alors, ma question concerne plutôt la mécanisation. Vous parliez du gaz russe et sur la question du pétrole pour faire tourner les tracteurs. Quel est votre point de vue sur le futur? Et sur la notion d'autonomie aussi par rapport à cette partie-là, faire tourner les machines. C'est un sujet très intéressant parce que pour moi, c'est typiquement un sujet sur lequel il faut être dans le compromis et avancer progressivement avec ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on ne part pas... Typiquement, justement, en permaculture, parfois, on va pouvoir partir de zéro. Souvent, en Europe, la permaculture, c'est des systèmes où on va repartir de zéro en construisant un système idéal. Et l'essentiel de l'agriculture européenne ne s'y prête pas forcément, parce qu'on a une histoire, parce que les fermes, elles ont d'une part une histoire technique, et puis une histoire économique, des niveaux de rentabilité qu'on ne change pas comme ça du jour au lendemain, parce que les règles, elles sont là. Enfin, le fonctionnement de l'économie, il est comme ça. Et typiquement, la mécanisation, c'est quelque chose dont on ne peut pas faire l'économie, on ne peut pas s'en passer. L'agriculture européenne, elle est mécanisée. Typiquement, les grandes cultures, enfin, ici, j'imagine mal faire la moisson à la main, il ne faut quand même pas plaisanter. Donc, la mécanisation, ça fait partie des éléments avec lesquels il faut composer. Et ensuite, de voir comment est-ce qu'on peut améliorer, réduire les impacts négatifs que ça peut avoir. Je ne pense pas aujourd'hui que... Enfin, je ne pense pas qu'à terme, l'enjeu soit de se passer de mécanisation. Enfin, je ne pense pas que l'enjeu, même de motorisation, parce que je nuance les deux. La mécanisation sans moteur, jusqu'au 19e siècle, c'était globalement quelque chose de positif qui a amélioré les conditions de travail. Ce n'était pas du tout le but. Hein. Le but, c'était juste de libérer des bras, qu'il y ait moins de gens qui travaillaient dans l'agriculture. Comme ça, on peut envoyer les gens faire autre chose. C'était ça le but du jeu. Mais bon, ça a permis d'améliorer les conditions de travail. À partir du 19e siècle, la motorisation avait un enjeu de plus que simplement de libérer des bras. Ça avait aussi un enjeu clairement, ça a été écrit à l'époque, d'industrialiser, pour standardiser, pour faire des productions de masse. Et là, il y a évidemment un changement de stratégie qui est contestable, même si à l'époque ça se défendait, il y avait une logique. Et l'un comme l'autre, mécanisation et motorisation, on ne va pas faire disparaître ça, et je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable. Donc après, la question, c'est comment est-ce qu'on utilise le moins de pétrole possible ? Comment est-ce qu'on a des machines les plus, qui ont une durée de vie la plus grande possible? Aujourd'hui, en agriculture, on a quand même tendance à avoir un renouvellement du matériel qui est très rapide. Je pense que c'est une erreur, il va falloir essayer de sortir de ce réflexe-là. Et en tout cas, le pétrole, par rapport au dérèglement climatique, le pétrole de l'agriculture, c'est très peu en fait. Enfin, dans l'impact, dans l'empreinte de l'agriculture sur le climat, le pétrole des tracteurs, je ne pourrais pas vous dire combien, mais c'est quelques pourcents. C'est très minoritaire après l'azote, l'élevage, etc. Donc, pour moi, ce n'est pas le truc le plus important à changer aujourd'hui, même si, pour des raisons aussi de qualité du sol, il faut essayer de passer le moins souvent possible. Enfin, c'est clair que si on veut le moins possible perturber la vie du sol et la structure du sol, on a intérêt de toute façon à passer avec les machines le moins souvent possible, et avec des machines pas trop lourdes.
Voilà. Après, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais et y compris sur les aspects, comment est-ce qu'on va mécaniser certaines productions spécifiques bio qui ont besoin de mécanisation spécifique, hein, je pense des mélanges, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on a à peu près les solutions. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait de grosses impasses à ce niveau-là. Donc en bio, on passe un tout petit peu plus, parce que comme on n'utilise pas de Roundup, on passe un petit peu plus quand même. Donc on désherbe mécaniquement. Donc, voilà. Donc je vais vous prendre une dernière question. Et de toute façon, Jacques, il va rester avec nous toute la journée. Il va participer à un atelier cet après-midi. Donc on pourra toujours lui reposer des questions dans l'après-midi. Alors je prends une dernière question. Et après, on passe à la suite de notre programme. Oui, bonjour. Moi, en fait, je suis en train de me rendre compte qu'il y a beaucoup de nouveaux labels en fait, qui se développent pour justement autour de l'écologie. Et j'aimerais vous poser la question de est-ce que vous avez une idée pourquoi? Parce que de plus en plus, on voit aussi des gens perdre un peu la confiance en la notion de bio en elle-même. Et donc du coup, je me demandais si vous aviez un élément de réponse à apporter par rapport à ça. C'est un sujet très intéressant. Je ne savais pas s'il fallait que je l'aborde dans mon intervention, donc merci, vous me donnez l'occasion de l'aborder quand même. Par rapport à la crise de la bio qu'on connaît aujourd'hui, elle a plusieurs causes. Il y a une cause évidente, hein. Quand il y a une inflation globale du coût de la vie, enfin une augmentation du coût de la vie, y compris des gens qui mangent bio vont acheter un petit peu moins parce que on va rogner notre budget. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de manger bio, mais et la bio a très peu augmenté hein, depuis 2 ans. Le coût de la bio a beaucoup moins augmenté que le coût des produits conventionnels. Mais de fait, s'il faut serrer la ceinture parce qu'on a d'autres frais à côté, on va serrer la ceinture sur l'alimentaire, donc ça joue. Mais un autre facteur important de la crise actuelle, c'est que la loi n'est pas respectée, puisqu'on devrait avoir 20% de produits bio en restauration hors domicile et on est à 6%. Donc si la loi Egalim avait été respectée, au 1er janvier 2023, on devrait avoir 20% de bio dans les cantines. Si c'était le cas, il n'y aurait aucune crise de la bio. Bien au contraire, on serait en train de dire faites des conversions en masse. N'empêche qu'il y a un autre facteur, et que je pense important et structurel en ce moment, c'est la concurrence d'autres labels. Haute valeur environnementale, sans résidus de pesticides, produit local, ça se dit beaucoup aussi ça, alors qu'on ne sait pas ce que c'est, hein, local, je prétends que c'est local, mais personne ne peut prouver que c'est local puisqu'il n'y a pas de label. Et en fait, c'est évident, c'est normal, hein. Chacun, pour bouger le moins possible, va avoir tendance à labelliser ce qu'il fait sans avoir besoin de changer. Donc c'est plus simple de dire moi je fais comme ça et j'ai un label à mettre dessus et comme ça je change rien à mes pratiques. Je ne vais pas reprocher aux agriculteurs de faire ça. Par contre, je vais reprocher aux pouvoirs publics et aux opérateurs de mettre ça en place parce que c'est pas très honnête. Et moi, mon avis sur ces labels-là, c'est qu'aujourd'hui il y a une vraie concurrence déloyale. D'ailleurs, même la Cour des comptes. C'est quand même, il faut que je dise ça, parce que par rapport à tout ce que j'ai dit dans mon intervention de base, je ne sais pas si vous savez, en juin dernier, donc il y a 1 an, la Cour des comptes a fait un rapport sur l'agriculture biologique. La Cour des comptes, c'est quand même une instance qui est faite pour vérifier le bon usage des fonds publics. En général, la Cour des comptes, c'est de dire dépensez moins, dépensez moins. Là, la Cour des comptes a dit, premièrement, est-ce que l'argent qui va dans la bio est justifié, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des bénéfices? Et deuxièmement, est-ce que l'argent qui est investi dans le développement de la bio avec l'objectif officiel de 18% de bio correspond à l'objectif? Et ils ont fait une revue de scientifique très très large, et leur conclusion, donc de la Cour des comptes, qui normalement devrait dire dépenser moins, c'est de dire oui, tout euro mis dans la bio est un euro économisé pour l'avenir, parce que la bio est extrêmement bénéfique pour la santé, pour le climat, pour la biodiversité, pour la gestion de l'eau et pour l'emploi. C'est les 5 domaines qu'ils abordent. Et donc, il faut dépenser de l'argent pour la bio. Merci la Cour des comptes. Et deuxièmement, les financements tels qu'ils sont mis aujourd'hui ne sont pas en mesure d'atteindre les 18%. Donc les pouvoirs publics ne se donnent pas les moyens d'atteindre l'objectif qu'ils se sont donnés. Donc il faut rétablir l'aide au maintien à la bio. Il faut financer le développement de la bio de manière générale. C'est la Cour des comptes qui le dit. Et ils disent aussi que la bio subit la concurrence déloyale, je crois qu'ils utilisent le terme de assertion mensongère, d'un certain nombre de labels. Alors je ne crois pas qu'ils utilisent le terme mensongère, mais il y a un terme technique pour définir ça au niveau publicitaire. Donc eux-mêmes soulignent que haute valeur environnementale n'a pas une haute valeur environnementale dans la plupart des cas. Il y a des gens qui sont à HVE, qui font, donc HVE c'est un label dit haute valeur environnementale, il y a des gens qui sont à HVE qui sont réellement en progrès, hein. Je ne vais pas dire le contraire. Mais il y en a un certain nombre pour qui ils se contentent de faire comme avant, et puis pof, ça leur met
une petite étoile, enfin voilà, un visuel, et ça trompe les consommateurs qui se disent ben, si c'est haute valeur environnementale, c'est aussi bien que la bio, donc autant que j'achète ça. Sans résidus de pesticides, pareil. C'est bien gentil d'avoir aucun résidu de pesticides dans le produit final grâce à un protocole qu'on arrête les pesticides à une certaine date parce que ça va nous permettre de ne pas avoir de résidus dans le produit final. Mais en réalité, derrière, avant, ils en mettent dans les champs. Donc le bénéfice sur l'environnement, il n'est pas là. Il n'est pas celui de la bio. Le local, si c'est avec énormément d'azote minéral, de synthèse, l'effet sur le climat, il est trompeur. C'est pas parce que c'est local que c'est bon pour le climat. Donc, il y a un vrai problème avec ces labels aujourd'hui, et je pense que tous ces éléments-là peuvent être intéressants, mais s'ils étaient vraiment placés dans une perspective de dynamique d'aller vers du mieux, où on reconnaisse les différents niveaux d'étape. C'est-à-dire que moi, je trouve très bien de valoriser quelqu'un qui fait des efforts, qui fait évoluer son système sans être en bio, c'est très intéressant, et c'est bien que ce soit valorisé, mais il ne faut pas tromper, il faut bien reconnaître que ce n'est pas la bio. Il faut pouvoir identifier les étapes, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Donc il reste avec nous.